Bonne année à tous les Grenoblois. Alors, je vous souhaite une bonne année de la part du GF38 féminin. Et les Yetis vous souhaitent une très bonne année 2020. Bonne année, Piloto Cajolcels. Bonne année du GF38. On vous souhaite tout du bon. Gagner plus de matchs à domicile, déjà. Et essayer d'accrocher le top 5, on va être ambitieux. Happy New Year from the BDL 2020 season starting. Eh ben, bonne année 2020 de la part du GSMH 38 ans de balle. Et que le sport grenoblois continue à vivre et que les collectivités continuent à nous suivre. Et encore un bonne année d'une championne du monde. Et bonne année à tous. Merci Marion. Et bienvenue à tous les sportifs, à tous les autres aussi. On vous souhaite bien sûr une très très belle année 2020 avec plein de belles émotions sur les terrains, sur votre terrain et partout, tout autour, là où ça vous procure beaucoup d'émotions. Et surtout faites du sport comme nous, bien sûr. C'est bon pour la santé. Allez, le sport avec un grand S, donc celui qui représente des années d'entraînement à la dure, une vie personnelle entre parenthèses, mais à la clé une joie indescriptible et beaucoup de plaisir surtout. Ça peut résumer la carrière de notre invitée, Marion Rolland. Bonsoir. Bonsoir. Tu as été la femme la plus rapide du monde sur des skis et c'était en 2013, championne du monde, skieuse des Deux Alpes. Tu prépares un bel événement pour ce week-end, un événement dédié à la transmission qui s'appelle Touchous avec Marion Rolland. On en parle dans un petit instant. Tout de suite, on va ouvrir le JT des sports avec Mathias Arez. Bonne année. Bonne année, Lucille. Et bonne année avec un gros carton pour commencer. Avec un super gros carton des BDL qui recevaient la lanterne rouge de la Ligue Magnus Briançon. Donc forcément, on s'attendait à un score fleuve. Mais de là à ce que les BDL s'imposent 12-1, c'était quand même une belle surprise, un festival offensif qui a ravi vraiment tout le monde. Bon, on en a mis que deux ici. Avec tout le respect qu'on a bien sûr pour Briançon, ça faisait un petit peu long. Mais il s'est passé aussi beaucoup de choses dans les tribunes. Il y avait beaucoup de monde et du beau monde, que des sportifs. C'était la fête du sport collectif, hein, une belle réussite à l'initiative de Jacques Robot et des Brûleurs de Loups d'inviter tous les clubs de la région qui ont bien voulu répondre présent. Donc il y avait le PVBC, GVUC, le GF38, le FCG, il y avait à peu près vraiment tout le monde. Et ce qui était agréable, c'était de voir ces discussions entre sportifs de haut niveau sur la glace à la fin du match, qui discutaient en français, en anglais, qui vraiment partageaient leurs expériences. C'était vraiment une belle soirée. C'est vrai qu'entre Grenoblois, ils se connaissent bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui changent, qui viennent d'autres clubs. C'était l'occasion de les réunir tous. Et tous ne comprennent pas forcément ce que c'est que le hockey sur glace. Tu es allé leur demander ce qu'ils y comprenaient dans les tribunes. C'est physique, mais c'est très technique aussi. On voit quand il manie le palais, c'est impressionnant. Et on voit que c'est tactique aussi, donc non, je me retrouve bien dans ce sport. Ouais, enfin, ce qui est impressionnant, c'est la facilité qu'ils ont sur les patins et ce qu'ils arrivent à faire malgré cette surface qui est pas facile, quoi. Nous, on a les pieds sur terre, donc on a plus l'habitude. Là, c'est la glace, donc il faut savoir maîtriser son corps quoi, sur des patins, donc c'est ça qui est vachement impressionnant, quoi. Ah ouais, j'adore ça là. Ouais, ils se rentrent dedans et tout là, ils se défoulent quoi. Donc ouais, non franchement c'est un bon sport et pourquoi pas essayer un jour. Hein. Ouais, c'est pas comme au tennis, mais je pense que je tiendrai les chocs, c'est pas ça le problème. Peut-être le physique. J'avais déjà essayé de mettre des skis avant. Je n'arrêtais pas de tomber dans tous les sens, alors j'ai arrêté. Mais quand eux le font, ça a l'air tellement facile. J'ai fait que du foot, donc je pense pas. Mais bon, il y a de l'intensité quand même. Hein. Franchement, les mecs, ils courent et tout, quoi. Ils courent. Ils patinent plutôt. Et voilà, non, mais franchement, c'est plaisant à voir en tout cas. C'est sûr, ça doit pas être évident, un gabarit comme le pilier Alani Olika, de se retrouver sur la glace avec des patins. Sur la glace sans patins, ça avait l'air d'aller encore à peu près. Hein. Ouais, on les a vus essayer un peu avec des sticks à la fin du match, avec des crosses, c'était très drôle. Ouais, les sticks, hein. Très American, très NHL, notre Mathias. Fan de rugby, hein, Marion? Ouais, j'aime bien, ouais. Par contre, je veux bien lui apprendre à skier, mais faut vite qu'il sache tenir debout parce que j'ai pas envie de le prendre sur le coin de la courge. On a pris les paris, c'est parti, c'est noté. Les rugbymen du FCG, justement, alors on était resté sur une très belle victoire avec bonus offensif face à cette équipe d'Oyonnax qui jusqu'alors était leader de Pro D2. Désormais, c'est Grenoble.
ex-aequo avec leur meilleur ennemi Perpignan. Mais c'est Perpignan qui est devant au goal average. Le FCG prépare Aurillac, mais c'est bien parti. Ça risque d'être une belle année 2020 pour nos rugbyman, Mathias. Ouais, on espère une belle deuxième partie de saison avec autant de victoires et surtout des belles fêtes comme on a pu vivre cette victoire face à Oyonnax à domicile. On en parle dans G-Rugby avec le deuxième ligne, Michael Capelli. Le Grenoblois Alexandre Giroud, il est toujours en piste au Dakar en Arabie Saoudite cette fois-ci. Oui, il a retenté l'expérience qui lui avait plutôt bien réussi l'année dernière puisqu'il avait terminé 4e dans la compétition de quad. Actuellement, il est 6e, toujours en course et c'est ce qui est important au terme de cette 3e étape parce qu'on le sait, le Dakar, ça peut être des pépins, ça peut être des éliminations même quand on est en tête. Donc on lui souhaite tout le meilleur, même si cette fois, comme tu l'as dit, c'est en Arabie Saoudite et ce sera un contexte bien différent de l'Amérique du Sud. On verra ça, on va suivre ça. Allez, un gros coup dur quand même pour cette nouvelle année. C'est un mauvais coup pour les handballeurs du GSMH. Oui, les handballeurs du GSMH qui ont reçu une pénalité de 12 points au classement de National 1, c'est énorme. Ça les met tout simplement lanterne rouge de leur championnat. Ils avaient pour objectif de remonter rapidement en Pro League. Ils avaient obtenu le statut de club avec la possibilité d'accéder au professionnalisme. C'est un gros coup derrière la tête. Maintenant, ils vont devoir jouer le maintien, même si sur les parquets, c'est totalement réalisable. Ils sont à 10 points des playoffs pour pouvoir monter. Ça paraît vraiment insurmontable. Bon, on verra ça. Avec eux, on va faire le point. Allez, on va retrouver le sourire avec, alors après le sourire de Marion, eh bien, un des plus beaux du ski français. Comme par hasard, elle est championne du monde et comme par hasard, elle s'appelle Marion. Elle est grenobloise de Champs-Rousse, comme on dit, exilée récemment du côté de Chamonix. Marion Aherty est en piste pour le Free World Ride Tour. On l'a rencontrée juste avant Noël et avant son début de saison. Ça y est, on s'enfonce et les semelles craquent. Marion Aherty trépigne, l'hiver et les sensations arrivent. Ça va être une belle journée là. Faut préparer la planche. Et ce sera prêt en quelques secondes, car si l'horizon est bouché, ce jour-là, c'est bien le Mont Blanc qui se cache derrière les nuages. Dans son nouvel environnement, la Grenobloise peut s'exprimer à volonté, mais aussi s'inspirer du berceau de l'alpinisme et du freeride. C'était pour vraiment en apprendre davantage sur la haute montagne et pousser cet univers à apprendre à le connaître. Et plus j'avance dans cet univers, plus j'ai envie de connaître des choses et aller autour du monde pour voir de plus en plus de montagnes et les surfer. Aller toujours plus loin, comme dévorer les pages d'un livre sans fin. Elle est comme ça, Marion, curieuse insatiable, déterminée à explorer au maximum sa passion viscérale pour le freeride. Un univers qui l'avait happée dès ses premières glissades sur les pistes de Champs-Rousse. Un univers où la native d'Alsace avait trouvé refuge à l'adolescence. Un univers où elle s'impose sa vision bien à elle de la gagne. J'ai pas un esprit de compétitrice à la base. Je suis championne du monde de snowboard parce que j'ai voulu me réaliser, j'ai voulu me pousser au maximum, mais j'ai jamais voulu écraser les autres à être demain je veux être la meilleure de toutes ces nanas. Ça n'a jamais été mon état d'esprit, j'ai toujours voulu me pousser, me connaître plus sur la planche. Pour moi, c'est la liberté, c'est la légèreté, le rêve, c'est mon univers. Vu que j'ai grandi sur une planche de snowboard, ça me paraît naturel de faire ça. C'est rigolo, par exemple les citadins, les Parisiens me posent beaucoup cette question, pourquoi je prends ces risques? Sauf que pour moi, me balader dans les rues de Paris, c'est autant risqué de me promener dans ma montagne. Chacun a un avis subjectif sur l'appréhension des risques. Mais Marion Aherty n'est pas une tête brûlée et dans les hauteurs de Chamonix, elle affine son approche d'une nature montagnarde de toujours plus forte. 2 fois championne du monde, elle veut progresser encore cette saison à l'aide d'un coach avec pour seul objectif de vivre encore son rêve éveillé. C'est mettre des choses en place pour pouvoir perdurer dans le temps et réaliser des nouveaux projets, des nouvelles performances, des nouvelles sensations, des nouvelles connaissances. On a une belle rencontre avec Marion Aherty qui est engagée cette semaine sur la Freeride. On continue. La Freeride Week à la Rosière sur le Mont Valaisan jusqu'à ce
samedi 11 janvier. C'est intéressant cette appréhension des risques dont elle parlait. C'est pour elle aussi risqué de se balader dans les rues de Paris que de descendre une barre rocheuse. Toi qui allais jusqu'à combien d'ailleurs sur les pistes, en descente, en compétition? En descente, on est sur des moyennes de 110 km/h, je pense. Après, avec des pointes de vitesse chez les femmes qui ont été enregistrées jusqu'à 147 km/h. Chez les garçons, 163. Après, c'est vraiment de l'instant T. Mais ça va vite, ouais. C'est différent. C'est différent, mais comment toi, tu l'appréhendais? Est-ce que tu avais aussi cette sensation de ne pas forcément être en danger lorsque tu allais aussi vite? Ouais, je rejoins tout à fait ce qu'elle dit. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise sur une descente ou en tout cas sur des skis que de prendre le métro à Paris. Pour moi, c'est un vrai... j'aime pas trop la ville et Grenoble, ça me va bien parce que c'est... C'est ni trop petit ni trop grand. Ouais. Jusqu'à Lyon, on va dire que c'est correct. Après, dès que ça rentre vraiment sur des capitales, j'aime bien y aller 2 jours, mais je suis pas forcément fan. Et on vit avec le risque, on vit avec la vitesse, mais c'est quelque chose qu'on maîtrise parce qu'on fait ça depuis qu'on est tout petit. Donc, pour nous, c'est pas... Certes, ça peut être impressionnant quand on le voit de l'extérieur, mais c'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on sait faire. Donc... Alors, quand on parle de risque, il y a risque et risque, car tout le monde se souvient de cette image. On est à Vancouver, on est en 2010. C'est sa piste, comme on entend en ce moment, 1, 2, 3, 4 petits pas du patineur et boum, on est sur la descente olympique de Vancouver. Tu étais parmi les favorites. Et là, il y a un énorme chagrin, puisque c'est une blessure morale de savoir qu'on ne va pas disputer cette course. Et surtout une blessure physique. Tu t'es fait les croisés sur cette action. Là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là, c'était juste, c'est juste l'horreur. Les Jeux Olympiques, c'est vraiment l'événement qu'on attend toute une vie quand on est sportif de haut niveau. On s'entraîne pour ça, on vit pour ça. Quand on est petit, on rêve de ça. Et effectivement, ce jour-là, j'avais vraiment pas envie d'être la fille qui se vautre à 4 mètres du départ au départ des JO le jour de la descente, quoi. Alors, tu le dis toi-même, qui se vautre, ça prête à sourire, forcément. On voit ça dans Vidéo Gag. On voit ça, un cycliste qui commence et boum, il se ratatine à peine la course tombée. C'est ce qu'on voit parfois dans les bêtisiers. Est-ce que là, tu réalises ça déjà, puisque c'était les débuts de Twitter, etc. Facebook, ça a fait le tour. Tu as, entre guillemets, pas la risée, personne ne sait qui tu es. C'est juste cette course à l'époque. En fait, ouais, ce qui a été dur... Vivre en tant que sportif de haut niveau, les blessures physiques, je veux dire, on a l'habitude, on vit avec et on sait que ça peut arriver. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on accepte plus ou moins facilement, mais qu'on accepte. Le côté de la blessure morale qui m'a été imposée par cette chute des JO, ça a été le plus dur à traverser parce que... C'est quoi? C'est le pas de chance ou la moquerie? Je pense que le pas de chance, je l'aurais traversé. Mais le fait qu'on m'attaque pour ça, qu'on fasse des groupes Facebook, que Yann Barthès, dans son petit journal, refasse la critique du truc, pour moi, ça a été hyper dur à vivre parce que j'avais pas l'impression qu'on faisait ça pour un mec qui se faisait un claquage au départ du 100 mètres, par exemple. Et finalement, se casser le genou un peu... avec une chute un peu bête au départ, à la poussée de départ, ça arrive aussi. Ça arrive 1000 fois à l'entraînement, 1000 fois, peut-être pas 1000 fois, mais ça arrive à l'entraînement en dehors des caméras. Pourquoi ça n'arriverait pas le jour de la course? Et je me dis que valait même mieux que ça m'arrive au départ là, plutôt que sur la dernière bosse d'arrivée et que je me fracasse complètement... bien plus gravement que ça, quoi. Oui, mais les conséquences en termes de médiatisation n'auraient pas été pareilles. Donc c'est vrai que ça te blesse, mais est-ce que tu t'es dit aussi, de toute façon, parfois, plutôt que de ne rien faire dire, il vaut mieux qu'on parle de nous, même si c'est en mal? Certains peuvent dire ça. Est-ce que toi, tu t'es dit, comme ça, au moins, on me connaît, en fait? Est-ce que tu es arrivé à voir ça, en fait? Là, pour le coup, non, j'ai pas du tout réfléchi comme ça. Il y a eu... maintenant, on parle de bullying et comment le mot français pour le bullying, c'est d'avoir des trolls sur Internet qui t'attaquent et voire même des jeunes
qui vivent ça au quotidien à l'école. Bah moi j'ai eu ça, j'ai eu des gens qui m'ont envoyé des messages d'insultes en me disant que j'étais la honte de la France, en me disant que j'étais qu'une amatrice, que je savais pas skier, que je savais pas tenir debout, ça a été hyper agressif quoi. Donc alors avec un gros bisou pour Ophélie David qui avait fait pareil. Quasiment, sans les croiser, à Lillehammer. Et c'était pas pour la France, c'était pour la Hongrie, mais ça arrive et après ça arrive. Julien Liseroux, je crois que c'est 3 ans après, au final de Coupe du Monde à Méribel, il fait sa fameuse Liseroulade en poussant au départ, il fait un saupère avant au-dessus du portillon. Pareil, il se fait pas mal, mais voilà, il se fait aussi un petit peu charrier sur les réseaux sociaux. Je pense que si je m'étais pas fait mal, bon, ça aurait été dur à traverser, mais là, le fait que j'acceptais pas qu'on me porte un peu en ridicule, c'était parce qu'il y avait aussi une blessure physique qui allait me prendre du temps pour revenir, qui était pas minime et qui était pas juste un doigt tordu. Mais ça t'a aidé à avoir encore plus l'agnac, le besoin de revanche? Pas de vengeance, mais de revanche. Pour beaucoup de monde, justement, les championnats du monde, ça a été la revanche ma revanche, la revanche de Marion. Pour moi, ça a été complètement autre chose, quoi. J'ai mis, je pense, 3 mois à dépasser les JO de 2010 dans ma tête. Après 6 mois, on va dire, physiquement, à vraiment retrouver mes capacités. Et 3 ans. Et 3 ans pour arriver sur un podium derrière. Mais pour moi, c'était pas une revanche, en fait. Déjà 3 mois après, j'avais mis ça dans mon histoire personnelle. J'avais mis ça dans mon expérience, on va dire, du bien comme du mal. Et puis en me disant que de chaque expérience, on peut apprendre. Et on peut arriver justement à se relever. Et mon nouvel objectif était fixé. C'était vraiment les championnats du monde, pas de l'année suivante, mais de l'année encore d'après. Donc voilà, j'avais 2013, voilà. J'avais vraiment mis ça en objectif et en ligne de mire. Et pour moi, c'était pas du tout une revanche, c'était juste la continuité de ce que j'avais mis en place depuis le début, quoi. Et puis là, voilà la médiatisation qui est bien, celle-ci. Hein, c'est de se retrouver sur le plateau de Delahousse avec Gérard Rolls. Voilà, ça c'est pas une revanche, c'est une revanche sur le mauvais coup du sort, on va dire. Voilà, c'est plus une revanche sur le mauvais coup du sort. Voilà. Ça a décalé mon envie de podium sur les événements suivants, quoi. Enfin, sur les événements sportifs après, quoi. Depuis que tu as mis un terme à ta carrière, tu transmets, tu es monitrice à Courchevel. Ouais. C'est ça? Mais pas que. Pas que. Tu es bien occupée. une retraite très occupée. Ouais, j'ai essayé aussi de trouver ma voie parce que finalement, quand on a fait du ski pendant toute sa vie, qu'on a passé 17 ans en équipe de France, il faut arriver à trouver ce qu'on va faire après. Pour l'instant, j'ai encore pas vraiment défini exactement ce que j'allais faire, mais en tout cas, je me fais plaisir en enseignement à Courchevel sur du tout niveau. Je vais voir aussi des entreprises pour faire des journées un peu style team building et pour transmettre justement ma passion. Et puis il y a cet événement, la Touchouse Cup organisée aux Deux Alpes avec l'ESF avec l'Office du tourisme des Deux Alpes, le Ski Club des Deux Alpes et l'ESF et tous nos partenaires. Et Marion Roland, donc. Et puis Marion Roland, du coup, qui transmet un petit peu. J'avais envie vraiment d'avoir un événement qui soit un petit peu dans la transmission pour les nouvelles générations. C'est-à-dire que pour les petits, à cet âge-là, ils font déjà un petit peu de géant, ils font un petit peu de technique, ils font beaucoup de ski libre. Mais la vitesse, ils y viennent un petit peu plus tard. Ce qui est normal aussi. Bien sûr, ouais, je pense que de toute façon, quand on est petit, on aime bien aller vite. Mais c'est vrai que la technique, ça prend d'abord avant de vraiment être complètement lâché sur des disciplines de vitesse. Là, l'idée, c'était justement d'avoir un événement où il y ait une partie un petit peu sur des petits ateliers d'initiation. Justement, on a vu les petites bosses, on a vu la poussée de départ, le KL, tout chose vraiment droit dans la pente. Et un vrai petit super G, grand géant, pour les amener en toute confiance vers la vitesse.
Et donc, du coup, avec un petit peu mes conseils s'ils viennent me demander. Un côté détection aussi, quand on a l'œil du sportif de haut niveau, on voit un petit peu les jeunes qui ont du potentiel? Ouais, je dirais pas détection. Enfin, moi, j'ai pas envie de mettre tout de suite une étiquette. C'est pas le but parce que si moi, on m'avait détecté à cette époque-là, je pense que j'étais pas forcément dans les meilleurs du lot. J'étais pas forcément sur tous les podiums, tous les week-ends de l'hiver. Donc, je pense que c'est surtout l'idée de leur montrer que le ski, c'est une grande palette d'outils, qu'il y a de la technique, qu'il y a de la vitesse, qu'il y a de l'engagement, que ça peut être aussi du freeride dans de la poudreuse, que ça peut être aussi du ski cross, que ça peut être aussi du snowboard, pourquoi pas. Et de leur proposer tout ça pour que les enfants soient en confiance, se fassent plaisir et aient envie de tous les week-ends aller au ski et toutes les vacances aller skier avec le club. Et vraiment, pour moi, c'est le plaisir avant tout, quoi. Vraiment, ça a été un peu mon leitmotiv de toute ma carrière, de vraiment on fait un sport à sensation, donc autant y prendre le plus de plaisir possible et de s'éclater, quoi. Voilà, on retient surtout le plaisir pour les 10 à 12 ans, c'est aux Deux Alpes. C'est trop tard pour s'inscrire? C'est jusqu'à jeudi, donc encore une journée normalement, je pense. Ouais. Et si vous voulez que vos enfants en profitent l'année prochaine, eh ben inscrivez-les dans un club des sports. Et il faut une licence FFS parce que c'est une course donc avec quand même des règles, le casque, les protections et la c'est licence. parfait. Merci beaucoup Marion, il y a d'autres événements, on y va tout de suite avec Mathias. Samedi 11 et dimanche 12, une manche de Coupe d'Europe de sabre des moins de 17 ans, ça vous dit? Rendez-vous au gymnase du Charlet à Mélan avec 300 tireurs et tireuses qui représenteront plus de 20 nations. Tout le week-end aussi, aux Deux Alpes, Marion Roland attend les 12 ans et moins pour un rendez-vous tout chousse. Atelier et compétition de ski de vitesse au programme de cette 4e édition pour peut-être dénicher les perles du ski français de demain. À 20h samedi, le BCTM reçoit Toulouse Métropole pour son 2e match de l'année 2020 et la 10e journée de Ligue 2. Voilà, à vous de choisir. On rappelle que le FCG joue à Aurillac en déplacement. Et bien sûr, tu l'as rappelé, direction les Deux Alpes pour aussi skier. Il n'y a pas que cet événement, il y a aussi un beau week-end de ski. Merci beaucoup Marion Roland, un grand plaisir et bonne année à toi. Merci bien. Et merci Mathias et vous. À la semaine prochaine.